Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le cours d'histologie. Ce cours vous est présenté par Dr Aitouakli Filili, maître assistante classe B à l'École nationale supérieure de biotechnologie, département de biotechnologie et cycle préparatoire Constantine III. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une introduction à l'histologie. Ensuite, nous allons voir les tissus épithéliaux, à savoir les épithéliums de revêtement ainsi que les épithéliums glandulaires. Qu'est-ce que l'histologie? L'histologie demeure une science difficile à définir. Eh bien, pour savoir ce qu'est l'histologie, il faut tout d'abord comprendre qu'au cours du temps, les organismes sont passés d'une forme de vie monocellulaire à une forme pluricellulaire pour aboutir à l'élaboration d'organismes constitués de millions de cellules organisées en différents organes bien distincts, mais restant en communication permanente entre eux. Notre corps résulte de l'intégration de différents niveaux d'organisation, le niveau primaire et le niveau chimique, dans lequel les atomes se combinent pour former des molécules. Différentes molécules vont s'assembler entre elles et interagir pour former ce que l'on appelle la cellule, qui est, comme l'a défini la théorie cellulaire, l'unité d'organisation ultrastructurale de base des systèmes vivants. Une cellule est une unité de travail. C'est un être en soi qui naît, vit, travaille et meurt. Ces cellules se rassemblent pour former différents tissus. C'est le niveau tissulaire. Ensuite, le niveau organique correspond à la construction d'organes formés de l'assemblage de tissus différents. Le stade ultérieur est le niveau des systèmes où plusieurs organes contribuent ensemble à la réalisation d'une même fonction, comme par exemple dans le système cardiovasculaire ou le système endocrinien. Le stade ultime est le niveau de l'organisme dans lequel tous les systèmes sont intégrés. Dans cette vidéo, nous explorerons le niveau tissulaire. Nous découvrirons les différents tissus de base qui constituent les organes de notre corps. Bref, nous ferons de l'histologie. Je vous propose de faire un petit saut dans le passé. Le concept morphologique, fonctionnel et pathologique des tissus naît à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, c'est un médecin du nom de Xavier Bichat qui en sera le pionnier. N'ayant pas eu recours au microscope, il réalisera des travaux de dissection très précis et minutieux des organes des animaux. Et c'est au travers de cette méthode qu'il identifiera les constituants essentiels de ces organes, les tissus. Un autre médecin au nom de Marcel Malpighi avait déjà donné naissance à l'anatomie microscopique, quelques dizaines d'années plus tôt. On le considère comme le père de l'histologie, car il est le premier à avoir utilisé le microscope optique pour l'étude des tissus. Mais le terme d'histologie n'apparaîtra que des années plus tard, en 1819, quand il sera adopté par Mayer et Heusinger pour définir la science de l'analyse des tissus au microscope. Après ce bref historique, revenons à un aspect plus pratique de l'histologie. On distingue chez les vertébrés 4 groupes fondamentaux de tissus. Les tissus épithéliaux, les tissus conjonctifs, les tissus musculaires et les tissus nerveux. Cette classification en 4 groupes de tissus fondamentaux ne repose pas sur leur origine embryonnaire, mais sur leur structure et leur fonction. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux tissus épithéliaux. Le tissu épithélial est un tissu composé de cellules polarisées, c'est-à-dire des cellules qui ont un pôle apical et un pôle basal, juxtaposées, jointives et accolées les unes aux autres par un système de jonction. C'est un tissu qui n'est pas vascularisé, c'est le tissu conjonctif de soutien qui le nourrit. Il est séparé de ce tissu conjonctif par une membrane basale. Dès à présent, on pourra confirmer qu'à chaque fois qu'on aura un tissu épithélial, il y aura en dessous un tissu conjonctif pour la vascularisation. Passons maintenant à la classification des épithéliums. Il existe 2 catégories d'épithéliums. Les épithéliums de revêtement, qui couvrent les surfaces du corps, les cavités naturelles et qui ont un rôle de protection et d'absorption.
Nous avons aussi les épithéliums glandulaires qui couvrent les parois des lumières glandulaires et qui ont un rôle exocrine et ou endocrine. Dans cette vidéo, nous allons décrire les épithéliums de revêtement. Comme dit précédemment, les épithéliums de revêtement couvrent les surfaces du corps et les cavités naturelles. Les surfaces du corps en référence à la peau, qui est constituée d'un épithélium de revêtement qui est appelé ectoderme. Les cavités naturelles en référence au tube digestif, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, le côlon du rectum, le système respiratoire, de la trachée jusqu'aux bronchioles respiratoires. Finalement, on retrouve les épithéliums de revêtement dans la paroi des vaisseaux. Ce sont des endothéliums ainsi que dans les canaux excréteurs. Donc, à chaque fois qu'on aura une cavité, un épithélium va le couvrir en surface. Les épithéliums de revêtement sont classés selon certains critères. D'abord, le nombre de couches. On distingue ainsi l'épithélium simple, stratifié ou pseudostratifié. Il y a aussi la forme des cellules apicales. Les épithéliums peuvent être cubiques, pavimenteux ou cylindriques. Le troisième critère sont les différenciations membranaires apicales. Nous pouvons avoir un plateau strié, bordure en brosse, les cils et les stéréocils. Le dernier critère de classification sont les différenciations fonctionnelles. Il y aura présence de cellules caliciformes ou de kératine. Pour le nombre de couches, l'épithélium peut être simple, c'est-à-dire formé d'une seule couche, ou alors stratifié, c'est-à-dire formé de plusieurs couches. Il y a aussi l'épithélium pseudostratifié, qui semble être stratifié, mais en réalité, toutes les cellules reposent sur leur membrane basale, alors que pour les stratifiés, seules les cellules basales reposent sur la membrane basale. Le deuxième critère est la forme des cellules apicales. Les cellules peuvent être pavimenteuses, c'est-à-dire aplaties, ou cubiques sous forme d'un cube, ou cylindriques en forme de cylindre. Pour ce critère, il faut faire très attention et regarder la forme des cellules apicales, c'est-à-dire les cellules en surface, et non pas les cellules basales. Le troisième critère est les différenciations membranaires apicales. Parfois, on peut trouver des filaments qui sortent de l'épithélium et participent à sa fonction. Par exemple, au niveau des trompes utérines, il y a un épithélium cilié avec des cils qui facilite le passage de l'ovocyte fécondé vers la cavité utérine. Certaines différenciations apicales sont très visibles au microscope optique. Par exemple, les cils qu'on vient de voir, qu'on retrouve notamment dans les épithéliums respiratoires. Il y a aussi les stéréocils qu'on retrouve dans l'épididyme et le canal déférent, qui sont des cils en touffe. D'autres différenciations apicales sont mieux visibles au microscope électronique. Il s'agit des microvillosités. Il y a le plateau strié, ce sont des microvillosités rectilignes irrégulières de même calibre, de même longueur. On les retrouve dans l'intestin grêle, où elles permettent d'augmenter la surface d'échange pour faciliter l'absorption intestinale. Il y a aussi la bordure en brosse. Ici, le cas est particulier. Les anglo-saxons considèrent la classification bordure en brosse plateau strié n'en font qu'une, alors que les francophones considèrent la bordure en brosse comme des microvillosités plus longues, moins régulières qu'on trouve au niveau du tube contourné proximal au niveau du parenchyme rénal. Au final, pour terminer les classifications, on peut aussi ajouter les différenciations fonctionnelles. Parfois, au sein même de l'épithélium, on trouvera en surface des cellules glandulaires isolées, appelées les cellules caliciformes qui sécrètent du mucus. On peut les voir par exemple dans l'épithélium trachéaire. Pour le nommer, on dira que c'est un épithélium pseudostratifié cylindrique cilié à cellules caliciformes. On a aussi un deuxième exemple, la kératine. Parfois, on verra l'épithélium stratifié pavimenteux, mais avec des particularités en surface. Les cellules pavimenteuses sont noyaux. Les cellules qui ont perdu leur noyau forment la kératine, par exemple qu'on retrouve à la surface de la peau. L'ectoderme est donc stratifié, pavimenteux, kératinisé. Voilà, on en a terminé avec les épithéliums de revêtement. Notre cours touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo sur l'histologie.